Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler d'agilité. Le monde s'accélère, les technologies n'ont jamais été aussi rapides à être adoptées. L'IA et ChatGPT ont mis moins de 5 jours à atteindre 1 million d'utilisateurs. Et donc, nos organisations doivent elles aussi accélérer. Comment est-ce qu'on accélère? Eh bien, en devenant plus agile. Comment on peut mesurer et travailler sur son agilité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Jérôme Barran, fondateur de l'Institut d'agilité des organisations à la Grenoble École de Management. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, vous êtes toujours aussi incroyable. La semaine dernière, vous étiez un peu plus de 100 pour écouter Jean-Pierre Cornu, qui était DSI de Renault, qui nous a parlé du futur de l'industrie automobile. Absolument passionnant. Il nous a cité Charles de Gaulle, par-delà les épreuves, les délais, les tombeaux, ce qui est légitime peut un jour être légalisé, ce qui est raisonnable peut finir par avoir raison, un message d'optimisme pour ce futur de l'industrie automobile. Vous pouvez retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une application mobile au service des managers pour leur simplifier la vie en concentrant, centralisant toutes les informations dont ils ont besoin pour être des bons coachs pour leurs équipes et notamment leurs équipes commerciales. On a l'immense plaisir et l'honneur de travailler avec des entreprises comme Orange, comme la SNCF, comme Darty, comme Air Liquide, comme Groupama ou Société Générale. Voilà, si vous avez vous aussi envie de mobiliser vos managers pour les aider à être plus agiles et plus performants, n'hésitez pas à contacter nos équipes. Voilà, la page de publicité est terminée. On va maintenant s'attaquer à ce sujet de l'agilité. Est-ce que, Gloria, tu peux commencer par nous faire le portrait de Jérôme, notre invité aujourd'hui, Jérôme Barran? Avec plaisir. Jérôme Barran, vous êtes titulaire d'un master en économétrie à l'Université de la Sorbonne et d'un master 2 en économie de l'innovation de Paris-Dauphine et d'un doctorat en génie industriel à Centrale Superlec. Vous menez une triple carrière d'enseignant, de consultant et de chercheur en prospective et stratégie. Vous êtes également responsable de l'Institut d'agilité des organisations au GEM de Grenoble. Vous créez en 2009 Agiloa, un cabinet de conseil pour aider les entreprises à développer des comportements agiles. Vous avez conçu 2 outils pour mesurer l'agilité des individus et des équipes. Les résultats sont utilisés en recrutement ou en coaching. Et vous avez publié 6 ouvrages de référence, dont le manager agile. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Jérôme dans l'espace questions. Il y répondra en fin d'entretien. Merci beaucoup, Gloria. Merci, c'est sympa. Alors, super parcours. Le manager agile, une vraie petite bible à la fois de concepts et d'outils très pragmatiques pour développer l'agilité dans l'entreprise. Là, on le disait tout à l'heure, tout s'accélère, hein, tout s'accélère. Je vais vous partager la vitesse, le temps qu'il a fallu pour obtenir 1 million d'utilisateurs aux différentes technologies. Hein, Netflix, qui est né en 1999, il aura fallu 3 ans et demi pour atteindre 1 million d'utilisateurs. Airbnb, il aura fallu 2 ans et demi. Facebook, né en 2004, et il aura fallu 10 mois pour atteindre le premier million d'utilisateurs. Spotify, il a fallu 5 mois. Instagram, 75 jours. Et ChatGPT, simplement 5 jours. 5 jours pour atteindre 1 million d'utilisateurs. On voit que tout s'accélère, Jérôme. Bah, oui, c'est un peu la caractéristique de notre monde, c'est que depuis la fin des 30 Glorieuses, il y a une accélération des changements, des ruptures et de nos modes de vie. Et ça s'est encore accéléré avec l'introduction d'Internet en 95. Et puis, bah voilà, ton slide résume très très bien la situation. Ça va de plus en plus vite, on ne sait pas quand ça va s'arrêter.
Et ça va sans doute continuer. Alors, l'agilité, elle est née avec Toyota et le Lean Manufacturing. Qu'est-ce qu'on appelle l'agilité aujourd'hui? Globalement, si je résume les mots les plus souvent utilisés quand je demande aux gens qu'est-ce que c'est que l'agilité, ils me répondent capacité d'adaptation. Donc, l'idée, c'est face à ces changements que tu décris et à la vitesse de ces changements, c'est être capable de réagir, de s'adapter, de changer nos pratiques à tout instant pour coller aux besoins du contexte. Donc, capacité d'adaptation. Alors finalement, la méthode agile, on entend beaucoup parler dans les équipes des projets informatiques. Est-ce qu'elle est pertinente pour tous les secteurs? Alors, oui, en fait, le principe est pertinent pour tous les secteurs. C'est toujours pareil hein, avec les méthodes. Mais le Lean, par exemple, qui visait à faire de l'amélioration continue en faisant participer ceux qui étaient dans l'action, bah, c'était une capacité d'adaptation qu'on développait. Le Scrum ou XP ou toutes les autres méthodes dites agiles qui consistent à dire on va faire de l'itératif en restant en relation avec le client en permanence parce que sa demande peut tout à fait évoluer compte tenu du contexte rapide évoluant rapidement en face de nous, oui, c'est un principe qui est applicable partout. Après, ça reste une méthode. Alors, la méthode, c'est le Lean, je ne sais pas si tu as entendu déjà cette expression, les gens qui en parlent souvent disent c'est comme le cholestérol, il y a le bon Lean et le mauvais Lean. Le Scrum, c'est pareil, il y a le bon Scrum et le mauvais Scrum. Donc oui, c'est applicable partout. Dans le principe, est-ce qu'on va appliquer partout la méthode in extenso? J'en suis pas sûr. Je pense que chaque secteur, chaque métier, chaque entreprise a une culture, des habitudes, des caractéristiques qui font qu'il faut adapter la méthode. Et c'est pour ça que moi, j'ai plutôt travaillé sur les comportements parce que ceux-là, ils s'appliquent partout. Alors il y a le concept qui est un peu le concept fondateur, structurant de ton livre, qui est finalement ce qu'on pourrait appeler la troisième voie. Hein. Il y a historiquement, on parlait beaucoup de savoir-faire, savoir-être. Hein. Et toi, tu dis que finalement, il y a une troisième compétence qu'on doit développer, que les organisations doivent développer, que les managers doivent s'approprier, c'est le savoir agir. Oui, alors ben, on va décrire un petit peu ça. J'ai fait de bêtes constats, hein, si tu veux, c'est que prenons le savoir-être. Le savoir-être se relie à la personnalité. Bon, bah, chacun dans notre job. Avant nous, il y avait quelqu'un qui pouvait faire le job. Bah, c'est bien. Dans ton cas, je ne sais pas. Demain, il y aura peut-être quelqu'un après toi qui prendra les rênes et qui fera ce job-là. Il le fera peut-être aussi bien, voire mieux que toi. Alors, imaginons qu'il le fasse aussi bien. Quelle est la probabilité pour qu'il ait la même personnalité que toi? Nul. Et si on regarde bien dans tous les jobs, se succèdent des gens, on va dire, à performance à peu près égale et qui n'ont jamais la même personnalité. Donc la personnalité n'est pas un gage de performance, ce n'est pas un discriminant pour garantir la performance d'un individu. Après, il y a le savoir-faire. Alors, le savoir-faire, évidemment, quand on a fait la meilleure école, on dit que c'est mieux. En tout cas, en France, c'est très la culture. Mais finalement, on apprend des choses à l'école, on apprend des choses dans une entreprise. Puis quand on arrive dans une nouvelle entreprise, on nous recrute sur ce savoir-faire-là. Mais on nous fait faire en général des choses soit différentes, soit adaptées à la situation, au contexte, à l'entreprise dans laquelle on est. Et donc, on apprend en fait le savoir-faire qu'on nous demande au moment où on nous le demande. Donc, moi, je trouve ça moyennement discriminant. On va dire c'est une base, c'est une condition peut-être nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante pour garantir la performance. Par contre, une chose que j'ai remarqué, c'est que la performance d'un individu, elle repose essentiellement sur sa capacité d'adaptation. Parce qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas de savoir faire un geste techniquement. L'important, c'est de savoir le faire à un moment donné, compte tenu du contexte dans lequel on est. Je vais prendre deux exemples tout bêtes. On va prendre la France d'en bas, comme disait l'autre. Un ouvrier à son établi, devant son atelier, il a peut-être l'habitude de faire toujours le même geste, mais s'il entend que la machine fait un bruit particulier, s'il voit que la personne avant lui ou après lui est en difficulté de vitesse, peut-être qu'il va devoir modifier un peu son geste, modifier son rythme, sa cadence, et c'est ça qui fera de lui un individu performant. Ce n'est pas juste de savoir bien faire quelque chose, c'est de savoir le faire ajuster à la situation qu'il vit.
Et dans tous les métiers, c'est pareil. Un consultant, c'est sa caractéristique première. C'est de pas, j'espère, en tout cas un bon consultant, ne pas toujours faire la même chose, mais de prendre ses méthodes, ses démarches et en fonction de ses clients, justement, de les adapter. C'est ça qui va faire la qualité du consultant. C'est pas d'avoir appris telle méthode d'accompagnement du changement et de l'appliquer à la lettre sans se poser la moindre question. Et donc, cette capacité d'adaptation au contexte, c'est ce que j'ai appelé l'agir pour le distinguer du faire et de l'être sur lequel on a trop discuté, trop parlé et qui sont pour moi moins discriminants. Aujourd'hui, que le monde va si vite et change tout le temps, cette capacité d'agir me semble plus intéressante et je la mesure à part de l'être et du faire. Est-ce que dans la capacité d'agir, il y a aussi la capacité à se réinventer, à se transformer? Alors, ben oui, parce que l'agir, alors on va reprendre dans l'ordre, hein. L'agilité, c'est une capacité d'adaptation. Pour s'adapter, on s'adapte à quelque chose, et pour s'adapter à quelque chose, il faut le capter. Et donc, moi, ce que je mesure, c'est les 3 capteurs. Les 3 capteurs que l'on a, c'est l'anticipation. Effectivement, c'est comme quand on conduit en voiture, hein, le bon conducteur n'est pas celui qui tient bien le volant ou qui passe bien les vitesses sans les faire grincer, encore qu'avec les boîtes automatiques, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, mais c'est celui qui est bien connecté à tout ce qui se passe autour de lui et qui sait anticiper, voir venir les événements. Donc oui, l'anticipation, quel que soit le job, encore une fois, de plus bas de l'échelle jusqu'au plus haut de l'échelle, l'anticipation est un vrai facteur de connexion et de captation qui va aider à l'adaptation. Le deuxième, pour moi, c'est la coopération. La coopération au sens de véritablement s'intéresser à l'autre, comprendre qui il est, quels sont ses besoins, ses contraintes, rentrer dans son système et à partir de là, effectivement, ça va nous permettre, nous, d'avoir l'humilité de comprendre qu'on fonctionne avec l'autre, que l'autre a ses contraintes, ses besoins, ses envies, ses goûts, et qu'il va falloir ajuster notre geste et notre façon d'être à l'autre. Et puis le troisième, c'est celui dont tu me parlais à l'instant, c'est l'innovation. L'innovation au sens de faire quelque chose de différent qui marche. Parce que je le distingue de la créativité, j'ai rencontré plein de gens qui se disaient très innovants, ah oui, ils avaient plein d'idées. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas une idée qui était pertinente. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas la génération de l'idée, c'est que l'idée soit ajustée au contexte. Et ça veut dire qu'on est en lien avec le contexte et c'est une capacité qui est absolument nécessaire. C'est peut-être ce que tu avais derrière la tête en me posant ta question. Donc c'est les 3 capteurs finalement qui vont permettre derrière l'agilité. Alors ensuite, comment est-ce que on peut mesurer, parce que c'est le thème de cette masterclass, comment est-ce qu'on peut mesurer cette agilité? Eh bien, alors moi, je me suis posé la question. Alors au début, j'ai travaillé sur l'organisation. Donc je me suis dit, c'est quoi les caractéristiques d'une organisation agile? Bon, alors c'est une organisation qui a moins de niveau hiérarchique, c'est une organisation qui délègue. Voilà, il y a des caractéristiques qu'on peut mettre en place et qui se mesurent. Moi, j'ai créé d'ailleurs un petit instrument de diagnostic d'agilité d'une organisation. Mais je me suis posé la question suivante, je me suis dit, est-ce que si je mets en place toutes ces caractéristiques d'agilité dans l'organisation et si je mets en place les méthodes agiles dans l'entreprise, est-ce qu'elle deviendra plus agile? Et mon constat, après avoir travaillé quelques années sur ce sujet-là, c'est que ça ne marchait pas bien. C'était assez aléatoire. Il y a des cas où ça marchait bien, il y a des cas où ça marchait moins bien. Alors, je me suis posé la question, pourquoi? Comment? En fait, parce que la performance, elle ne repose pas sur les outils et les méthodes, elle repose sur les bons hommes et les bonnes femmes de l'entreprise. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, je me suis intéressé à l'agilité des individus et puis j'ai regardé ce qui existait dans la personnalité. Il y a des questionnaires qui permettent de bâtir un test ou un inventaire de personnalité. Moi, je me suis intéressé et j'ai créé des tests qui mesurent l'agilité des individus avec comme j'aime bien dire, si tu me permets l'expression malpolie, un questionnaire à la con auquel il faut répondre. Oui, non, des fréquences, faire des choix de réponses. Et moi, ça me permet de faire ressortir la manière qualitative et quantitative d'anticiper, la manière quantitative et qualitative de coopérer, la manière quantitative et qualitative d'innover. Et ça permet de sortir des profils avec des couleurs, voilà. Et ça me permet de travailler en coaching, en accompagnement d'individus, d'équipes, en recrutement autour du thème de l'agilité. J'ai même créé un quotient d'agilité. Je me suis dit, après tout, il existe un quotient intellectuel pour mesurer l'intelligence, un quotient émotionnel pour mesurer la sensibilité. Moi, j'ai créé le quotient d'agilité. Alors moi, j'aime beaucoup cette phrase, l'agilité, elle ne dépend pas des outils et des méthodes,
elle dépend des individus. Alors, dans ton livre, tu prends un exemple qui est très parlant et qui m'a en tout cas beaucoup parlé, c'est l'agilité du bricoleur. Hein, Oui. le bricoleur, il a un certain nombre de caractéristiques dans son mode de fonctionnement qui font de lui quelqu'un d'agile. Oui. Alors, le bricoleur, moi, ce qui m'a intéressé, c'est, d'abord, c'est pas de moi, hein, c'est développé par des tas de théoriciens. Et moi, j'ai découvert ça grâce à un monsieur qui s'appelle Rafi Dumédian, qui est un de mes collègues, ancien élève d'ailleurs, qui est devenu un collègue à Grenoble Economic Management. Comme quoi, on lui a pas fait trop mal. Il est resté. Et qui est remarquable. Et moi, ce qui m'a plu dans cette idée-là, c'est l'idée que le bricoleur, c'est l'adapté typique pour moi. C'est celui qui a un stock de choses, il ne jette jamais rien. Alors j'aime bien dans cette société où on est censé être un peu économe, écologiquement économe, j'ai envie de dire. Il ne jette rien, il a tout là en stock, et puis en fonction des situations qu'il vit, il va peut-être ressortir des vieilles choses, etc. Ça me fait penser d'ailleurs à un dirigeant que j'ai accompagné pendant 2 années, fin des années 2000, qui s'appelait Jean-Pierre Chardon, qui était le directeur général de Schneider Electric France. Il est à la retraite, donc il y a prescription, je peux en parler maintenant, et qui me disait que pour lui, la définition de l'innovation était très proche du bricolage. Il dit, c'est quelque chose de différent qui marche. Alors j'ai bien aimé parce qu'il dit c'est quelque chose, parce qu'il était dans une boîte plutôt techno, il me disait j'en ai marre de tous ces gens qui me parlent de nouvelles technologies, etc. On peut innover avec tout et n'importe quoi. C'est le cas du bricoleur. C'est le cas du bricoleur typiquement. Deuxièmement, quelque chose de différent. Il dit pourquoi faire du neuf tout le temps, faire du neuf? On a peut-être en stock des technologies, des méthodes, des recettes, des machins qu'on a mis en place il y a 10 ans et qui vont devenir à nouveau pertinents aujourd'hui dans le nouveau contexte qu'on aborde. C'est exactement la philosophie du bricoleur. Je ne jette rien, je ne cours pas, je ne fuis pas en avant vers l'innovation nouvelle. J'ai mon stock là et puis je vais le reprendre, le réaménager différemment, l'ajuster en fonction de la situation que je vis. Mais dans la phrase de Jean-Pierre Chardon, le bout que je préférais, c'est la fin, quelque chose de différent qui marche. Ça veut dire qu'il s'insère bien dans l'écosystème, qui est bien en lien. Et moi, c'est vraiment ce type d'innovation que j'aime et c'est caractéristique du bricoleur. C'est comment je peux faire dans la situation, trouver une solution qui va, une rustine parfois va suffire plutôt que de réinventer la roue, quoi. Et ce que j'aime beaucoup dans le descriptif que tu donnes, c'est cette deuxième caractéristique. Le bricoleur, il a un intérêt pour la relation entre les objets plus que pour les objets eux-mêmes. Et là, on voit bien la différence entre la créativité qui va créer des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouveaux logiciels, etc. Et puis l'innovation qui crée du lien entre des choses existantes, comme tu le dis bien, et qui en fait quelque chose, qui en fait un usage, qui en fait un bénéfice nouveau pour le client. Alors, c'est tout à fait juste, c'est vraiment super essentiel, mais pour moi, ce n'est pas le point clé. Le point clé, c'est qu'il est d'abord et avant tout, comme en agilité, en lien avec la situation qu'il vit. Et il fait le lien entre ce qu'il vit et ce qu'il possède, ce qu'il a. Et c'est ce lien-là qui fait l'agilité, puisque l'agilité, c'est cette capacité d'adaptation. Et encore une fois, pour s'adapter, on s'adapte toujours à quelque chose. Et c'est la première caractéristique pour moi et la plus agile du bricoleur. Alors, dans la méthode du bricoleur que tu décris, hein, il y a le dialogue avec les objets, il comprend les objets, ensuite il a un besoin et donc il va détourner une vis pour en faire un petit coin en métal, ensuite il y a l'assemblage, il y a la substitution et puis il y a le désassemblage. On voit que c'est une recherche finalement d'optimisation continue, hein. Alors, c'est ça, avec quand même un petit défaut. Moi, c'est ce que je reprochais dans mes discussions avec Rafi, c'est que quand on le décrit comme ça, on a l'impression que la solution nouvelle, elle est exclue. Or, l'agiliste, ce qu'il a en plus, c'est qu'il est capable de faire ça, mais il est capable, dans l'instant, de comprendre s'il faut créer quelque chose de nouveau, il n'hésitera pas à le faire. Parfois, le bricoleur peut s'enfermer dans ce cycle que tu décris et ce serait vraiment dommage. L'agiliste, lui, justement, c'est en fonction de la situation, je décide de comment agir. Alors, je résume. Si ma situation, je sens que je peux la résoudre comme le bricoleur, je vais le faire comme le bricoleur. Si je comprends que la seule façon de la résoudre, c'est d'aller sortir des sentiers battus, de faire quelque chose de totalement différent, voire de créer quelque chose de nouveau, il faut que je sois capable de le faire. Ça, c'est de l'agilité. Et même chose, si je vis une situation
qui est très empreinte de réguler, de règles, de méthodes. Je ne vais pas inventer un truc qui va faire papa-maman et qui ne va pas respecter les méthodes. Il faut que je sache respecter la règle. Mais si je suis dans une situation où il y a plus de liberté, peut-être que je vais me permettre d'aller vers ce plus de liberté. Et l'agile, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui peut naviguer du bricolage à l'innovation, du régulé le plus processé à l'inventif et le nouveau, le plus total et le plus iconoclaste. Voilà, il doit être capable de faire tout ça à la fois. Et alors, c'est pour ça que j'aime bien, dans la présentation, Gloria a gentiment raconté tout ce que j'ai fait. Mais moi, je suis enseignant, chercheur, consultant, c'est une catastrophe pour moi. Parce que dans mon métier, on dit que quand on ne sait pas faire quelque chose, on l'enseigne. Quand on ne sait pas l'enseigner, on le cherche. Et quand on ne sait pas le chercher, on le conseille. Donc, et alors pour l'agilité, c'est pareil. Ben, bien sûr, comme j'enseigne l'agilité, je ne sais pas la faire. Et quand je fais mon profil d'agilité, moi, je ne suis pas agile. Parce que je suis profondément adaptatif et très peu régulé, par exemple. J'adore innover, mais j'ai horreur d'améliorer. Voilà, et ce sont ces situations régulées ou de simple amélioration qui me stressent, qui me rendent moins performant. Je suis plus hésitant, j'ai moins confiance en moi, ça me saoule, j'aime pas ça, quoi. Alors que dès qu'il y a de l'adaptatif, comme un entretien comme aujourd'hui, où là, je suis en roue libre complet, j'ai pas un slide, moi, ça me va très bien. Là, je suis hyper à l'aise, j'adore ça. Voilà. Et donc, je ne suis pas agile, je suis adaptatif, mais pas régulé. Je suis innovateur, mais pas bricoleur. Et du coup, je ne suis pas le prototype de l'agile. L'agile, il sait tout faire. Et c'est le point le plus important que je voudrais que les gens retiennent. Et alors, pour revenir à ton concept de mesurer l'agilité avec le quotient d'agilité, comment est-ce que concrètement on utilise les résultats dans une entreprise pour les directeurs commerciaux qui nous écoutent? Comment est-ce qu'on peut l'appliquer au quotidien? Alors, moi, c'est un outil pour moi c'est pas une recette, c'est un outil qui est un déclencheur de prise de conscience. Moi, parce que c'est ce que tu as soulevé, l'agir, l'agir par rapport à l'être et au faire, c'est extrêmement difficile à comprendre et à accepter par tous mes interlocuteurs. Et donc, la seule façon que j'ai trouvé de leur faire comprendre, de les percuter, de les toucher, c'est de leur mettre leur profil sous le nez. Donc, c'est d'abord et avant tout un déclencheur, que ce soit en coaching individuel ou en coaching d'équipe, c'est un déclencheur. En ce moment, je travaille par exemple beaucoup avec une entreprise dont, pour confidentialité, je suis obligé de taire le nom, mais qui est un groupe international qui travaille dans un domaine, je ne peux pas en dire plus parce qu'on va le trouver tout de suite. Bref, et ce qu'on a fait, c'est ça. C'est une boîte qui, pendant 1 an, a cherché à transformer, à développer les capacités d'adaptation et les capacités de mouvement, d'agilité de sa structure. N'ont pas réussi. N'ont pas réussi parce qu'il y avait des blocages, des luttes de pouvoir, des blocages de personnalité, etc. Moi, j'ai fait 2 séances collectives avec les 2 équipes, notamment ensemble. Je leur ai balancé leur profil, je leur ai fait faire quelques animations, quelques jeux autour de ça. La DRH m'a appelé la semaine dernière. Elle m'a dit à l'issue de la 2e séance, ils sont venus spontanément me proposer un changement d'organisation, un changement de mode de fonctionnement. J'avais plus les mêmes personnes en face de moi. Ils ont pris conscience de quelque chose. Ils ont vraiment envie de continuer à travailler et ils me demandent de continuer à faire de la supervision semi-collective, cette fois-ci par petits groupes, pour vérifier qu'ils arrivent à appliquer ça au quotidien. Voilà, c'est tout bête. C'est une prise de conscience pour moi. C'est bam, voilà, tu vois, j'ai la main qui vient frapper, le poing qui vient frapper ma main. C'est le coup de poing qu'on prend dans la figure et qui fait que quand on se relève, on se dit waouh, ouais, j'ai compris. Ouais, il y a peut-être une dimension que j'ai pas assez prise en compte. C'est cette dimension comportementale. Et alors après, on fait de l'accompagnement à mettre en œuvre tout bêtement la bonne anticipation, la bonne coopération et la bonne innovation dans son métier. Et alors, il y a des applications aussi dans le recrutement. Alors oui. Alors oui, beaucoup parce que avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le faire est moyennement discriminant. Bon, ok, on va trouver quelqu'un qui a globalement les savoir-faire qui vont bien. Bon, on va lui apprendre à les appliquer exactement comme on veut dans notre entreprise. Donc
Bon, très bien, ça va permettre de diminuer. Au lieu de prendre n'importe qui dans la rue, on va piocher dans le bocal des gens qui savent à peu près faire ce qu'on a envie. Bon, très bien. La personnalité n'est pas discriminante. Par contre, encore une fois, un collaborateur qui va savoir modifier son geste en ayant conscience de la boîte dans laquelle il le fait, des contraintes qu'il a et de la situation qu'il vit, waouh, celui-là, il m'intéresse, moi. Celui-là, il m'intéresse. Et si je suis dans une boîte qui est très processée, eh ben, je peux recruter quelqu'un qui est un bon chariste, par exemple, mais qui n'est pas très processé dans son mindset, tu vois, dans ses comportements. Et à côté, il y en a un autre qui est peut-être un peu moins bon charisme, il a peut-être un peu moins d'expérience. Par contre, lui, il est très processé. Ben, il va m'intéresser, celui-là. Alors, je vais le recruter parce que dans mon profil d'agilité, je vais faire sortir qu'il était plus régulé qu'adaptatif. Et donc, ça va bien dans mon poste. Et puis, dans un même charisme, mais dans une autre entreprise qui, elle, est moins processée, a besoin, veut dynamiser un manager ultra moderne. OK, ben là, il faut peut-être que j'ai un charisme qui soit plus adaptatif et moins régulé. Donc, et ça, c'est un critère de performance pour moi qui est premier. Et donc, oui, j'essaie de le faire utiliser le plus possible en recrutement. Donc mobiliser le savoir agir également dans le recrutement. Comment est-ce qu'on peut transmettre ce savoir agir à nos collaborateurs, à nos équipes, une fois qu'il y a eu cette prise de conscience? Alors, moi, j'ai la conviction intime que c'est le boulot du manager. Donc, c'est simple. Et il y a deux méthodes. J'en connais pas d'autres. En tout cas, je ne cherche pas à en faire appliquer d'autres à mes clients. La première méthode, c'est la formation. Donc, oui, ben, on fait une formation, les gars, on va apprendre ça. Par contre, pas une formation juste pour dépenser le budget formation, une formation qui va exiger que ce soit mis en œuvre. Et donc, du coup, ça s'accompagne d'une deuxième chose, la formation, qui est la modification des critères d'évaluation des individus, où on ne va plus leur demander d'avoir produit quantitativement quelque chose ou d'avoir réalisé telle ou telle tâche. On va leur demander de les avoir réalisées de telle et telle manière en appliquant ces comportements agiles. Donc, formation plus critères d'évaluation. Et la deuxième méthode, ben, c'est la méthode par les managers, supervision directe. Le manager, par exemple, s'il doit faire un entretien de recadrage avec un individu qui a échoué sur un travail qu'il avait à faire, plutôt que de lui reprocher d'avoir mal fait ceci, mal fait cela, il va l'amener à analyser la situation qu'il a vécue, pourquoi il a fait tel choix, en quoi ces choix étaient bien ou mal connectés à la situation vécue, pour lui faire comprendre que l'erreur est venue d'un manque ou d'un excès d'anticipation, d'un manque ou d'un excès de coopération, d'un manque ou d'un excès d'innovation au sens où nous, on l'entend. Et à partir de là, ben, il va le faire une fois, deux fois, trois fois. Petit à petit, les collaborateurs vont comprendre qu'ils doivent mettre le focus, l'accent davantage sur cet agir, sur cette relation au contexte, plutôt que sur le geste qu'ils sont en train de réaliser ou sur leurs petits soucis ou croyances personnelles. Donc, la formation, modifier la façon dont on évalue les critères d'évaluation annuels, et puis intégrer dans les rituels managériaux, dans la supervision directe, des guides d'accompagnement qui permettent ensuite aux collaborateurs, aux managers de façon homogène à travers l'organisation, d'accompagner leurs collaborateurs. On arrive à la fin de… C'est super important, c'est de façon homogène. C'est-à-dire que tous les managers doivent appliquer la même approche, bien sûr. Pour la petite page de publicité, c'est une des grandes fonctionnalités d'Incentive, c'est de mettre à disposition des managers des guides d'accompagnement thématiques modifiables, interactifs, augmentés avec du contenu, des vidéos, etc., qui permettent aux managers d'être plus efficaces dans leur séance de coaching. Je referme la page de publicité. Quels sont les conseils? On arrive à la fin de cette demi-heure-là. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux directeurs commerciaux qui ont envie d'avancer? Donc on l'a compris, hein, formation. Est-ce que lundi matin, il y a déjà quelques trucs et astuces qui peuvent commencer à lancer, à initier pour rentrer dans cette démarche? Alors, le conseil que je donne le plus souvent et qui se résume en une phrase, la performance est dans le chemin, pas dans le résultat. Et pour un directeur commercial, je pense que c'est vraiment le plus important.
J'en ai beaucoup rencontré tout au long de ma carrière. Ça fait très longtemps que je suis en carrière, moi. Ça fait 42 ans exactement. Donc, des directeurs commerciaux, j'en ai rencontré beaucoup et qui s'arc-boutaient sur le résultat. Il faut vendre, il faut faire du chiffre d'affaires, il faut faire de la marge, etc. Non, non. Et c'est valable dans tous les métiers, dans la production, etc. Le chemin prime sur le résultat. Et donc, c'est la qualité du comportement, la qualité de la relation, la compréhension de l'autre, la compréhension réciproque avec l'autre, c'est-à-dire faire en sorte que l'autre nous comprenne aussi, comprenne nos contraintes, nos besoins. Parce que la vente, c'est une relation à deux. Je vais donner un exemple trivial. J'ai donné des cours de vente, il se trouve, à une époque de ma carrière. Et alors, déjà à l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup. Je faisais des mises en situation. Et j'ai deux élèves là qui sont en train d'essayer. L'un, je les préparais à acheter, l'autre, je les préparais à vendre pendant un quart d'heure. Et puis, le rendez-vous a lieu. Et puis, 5 minutes, 10 minutes passent et la vente ne se fait pas. Alors, je les ai arrêtés et je leur ai dit tout d'un coup, OK, toi, l'acheteur, tu vas faire le vendeur. Toi, le vendeur, tu vas faire l'acheteur. La vente s'est faite en 1 minute. Voilà. Donc, et pourquoi? Parce qu'ils ne cherchaient plus à vendre. Ils étaient dans la compréhension de la situation et la compréhension de l'un de l'autre. Ils étaient dans l'anticipation, la coopération, et ils se sont mis à créer une relation commerciale nouvelle, innovation, voilà, et puis ça s'est fait. Voilà, c'est vraiment ça. Le chemin prime sur le résultat. Gardez cette phrase en tête. Elle est vraiment caractéristique et c'est l'ouverture à l'adaptation. Le chemin, ça veut dire tenir compte du contexte dans lequel on est et de la relation qu'on a avec les autres et être prêt à faire des choses différentes. C'est vraiment ça qui est la clé du truc. Jérôme, un immense merci. Le chemin prime sur le résultat. Je retiens aussi la phrase de Jean-Pierre Chardon, l'innovation, c'est quelque chose de différent qui marche. Ce qui est sûr, c'est qu'on a entendu un discours très différent aujourd'hui et ça marche avec nous. Un immense merci. Pour aller plus loin, quelques suggestions. Alors bien sûr, allez précipitez-vous à la FNAC pour acheter le management agile, agir autrement pour la survie des entreprises. Vous avez vu que le monde accélère. Il est temps de lire le manager agile. Bien sûr, le site de Agiloa, agiloa.com, expert d'agilité comportementale. Un ouvrage de Rick Dove, Responsibility. Vieux mais excellent. Excellent et voilà, donc recommandé par Jérôme. Le macroscope, Joël de René, qui nous donne des évolutions du monde et des différentes transformations pour avoir une vision plus globale de ces évolutions, de ces transformations. Sur le Scrum, The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, un livre vraiment un peu fondateur sur les méthodes Scrum appliquées dans le développement agile. Et puis un TEDx très, très bien fait de Joseph Flaif, The Power of Agile Management, que vous retrouvez directement sur la plateforme TED. Et puis un livre de Cécile Dejoux qu'on a reçu il y a quelques semaines, du manager agile au leader designer, également passionnant pour accélérer les transformations et les innovations au sein d'une entreprise. Voilà, si vous devez nous quitter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une super masterclass avec quelqu'un d'exceptionnel, c'est Victor Townsend. Il est vice-champion de France en cyclisme sur piste handisport. Il est également commercial, qui connaît tous les obstacles et surmonter les obstacles. Ça va être le titre de cette masterclass la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous à 11h30 jeudi. Et pour ceux qui peuvent rester avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur l'interface de GoToWebinar. Jérôme se fera un plaisir de vous répondre en live. Voilà. Est-ce que, Gloria, on a déjà quelques réponses de notre auditoire? Oui, on a des questions. La première, c'est de François. Comment on peut se former et entraîner notre savoir agir? Eh bien, vous m'appelez. Puis, comme vous l'avez compris, moi, je m'adapte à chaque situation. Donc, il faut que je comprenne votre contexte d'entreprise, votre besoin précis. Et après, on trouvera le meilleur chemin. Est-ce qu'il faut former des gens en interne chez vous qui vont ensuite former les autres?
Est-ce qu'il faut former des managers qui ensuite vont accompagner les autres? Voilà, il y a plein de solutions et moi je réponds toujours, j'essaie quand même de m'appliquer mes principes, hein, donc, mais voilà, appelez-moi, n'hésitez pas, on en discutera et soit je vous aiguillerai vers les gens qu'il faut, soit moi-même je pourrais faire quelque chose pour vous, n'hésitez pas. Question de Louise. Est-ce qu'un management agile est adapté à tous les secteurs? Moi, j'en ai la conviction puisque tous les secteurs doivent s'adapter. Si on regarde bien historiquement, moi j'aime bien le regard historique, c'est pour ça que j'ai donné des vieilles références bibliographiques, hein, que ce soit Responsibility ou le Macroscope. C'est quand même des gens qui ont écrit il y a très longtemps, quoi, et qui avaient déjà cette vision du monde. Et pour moi, ils sont d'autant plus marquants, plus encore que ceux qui écrivent aujourd'hui, qui finalement récoltent et observent ce qui a déjà eu lieu. Donc, j'ai perdu le fil de la question, pardon. Est-ce que ça s'adapte à tous les secteurs? Ah oui, à tous les secteurs. Oui, et en fait, quand on regarde historiquement, ben, il y a des secteurs chez qui ça a été plus urgent que d'autres, et des secteurs où ça pourrait paraître plus tardif, mais moi j'ai l'intime conviction que tous les secteurs vont y passer. Parce que ben, on voit bien hein, l'évolution de la société. Moi, je parle de trois grandes choses qui évoluent et qui sont des choses qui impactent l'ensemble de la société. Donc, par conséquent, l'ensemble des secteurs. Internet, ChatGPT, etc., ça crée de l'horizontalité. Or, ça fait 200 000 ans qu'on vit sous le règne de la verticalité. Donc, effectivement, tous les secteurs vont être impactés, vont avoir des gens qui vont lever la main et dire « Chef, tu as peut-être tort. Nous, d'en bas, on voit des choses que vous, d'en haut, vous ne voyez pas. » Oui, tous les secteurs sont impactés par ça. Le deuxième problème, c'est l'inversion. On avait une préoccupation matérialiste de posséder des biens, de toucher des choses, de fabriquer des choses. Aujourd'hui, on voit bien que tout est dans la relation et puis dans le cloud, dans je ne sais pas quoi, dans l'intangible. Et tous les secteurs vont être touchés de la même manière. Alors après, plus ou moins fort, mais et donc oui, ça concerne tout le monde. Et puis le troisième, ben, c'est la limite physique de notre monde, hein, l'écologie. On n'est pas dans l'infinitude que l'on croyait, croissance infinie, production infinie. Ben là, tous les secteurs sont impactés aussi, oui. Donc définitivement, tous les secteurs sont impactés et à mon avis doivent un jour ou l'autre, plus ou moins vite, et je pense que ça commence à devenir urgent dans la majorité des secteurs, passer à l'agilité, oui. Question de Justine. Comment mesurer l'agilité d'un candidat lors d'un entretien? Eh bien, pour ça, il faut, là encore une fois, s'adresser à moi. Je peux vous former à utiliser un outil que j'ai créé, donc celui dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Agile Profil. Moi, je donne ensuite, une fois que la personne est formée et certifiée, les clés du camion. Vous avez accès à un logiciel online, vous créez vos dossiers, vous faites passer des questionnaires d'agilité à vos candidats et en toute autonomie, vous choisissez celui qui vous plaît le plus selon, entre autres, ce critère-là. Voilà, donc c'est une formation qui s'appelle Agile Profil Recruitment et qui amène à une certification. Voilà, c'est tout simple. Question de Jean-Pierre. Est-ce que le management agile peut s'appliquer à toutes les tailles d'entreprise? Je reprends, je ne vais pas refaire toute ma question, mais oui. J'ai d'ailleurs commencé dans des petites entreprises. C'est un peu la métaphore du bateau, hein, bateau à voile. Vous partez, et tout va bien, et puis tout d'un coup, vous sentez que le vent commence à forcir. D'ailleurs, la météo envoie un signal. Ben, le petit bateau, il va vite rentrer se mettre à l'abri quelque part. Et le gros bateau, le gros supertanker, il dit non, moi, pas de problème, les grosses vagues, les moyennes vagues, il n'y a pas de souci, je les passe. Puis les grosses vagues. Et puis, ben, il est le dernier à réagir et on le retrouve sur les côtes bretonnes accroché à un rocher avec un gros trou dans la coque qui lâche plein de pétrole. Oui, les petites entreprises sont, à mon avis, par définition, devraient être agiles. Et si elles ont un bon manager, ouais, ils doivent assez naturellement avoir de l'agilité. Et puis les moyennes et les grosses, ben là, et les grosses surtout, qui ont un melon comme ça, elles ont vraiment besoin d'y aller très fort. Oui. C'est terminé pour mes questions. Et puis peut-être que les grosses entreprises, pour rebondir sur ce que tu dis, Jérôme, elles sont aussi prisonnières des silos qui se sont progressivement construits entre les différents départements, prisonnières des
des grilles, des organisations matricielles où dans chaque dimension de la matrice, il y a des outils, des processus. Et finalement, on rebondit sur ce que tu disais, l'agilité, elle ne dépend pas des outils et des méthodes, elle dépend des individus. Un immense merci, Jérôme. Justement, hein, moi j'ai mis de l'agilité dans des boîtes qui n'ont rien changé à leur process, à leurs organigrammes, machin, mais parce qu'elles exigeaient des comportements différents, on a réussi quand même à créer des capacités d'adaptation. Hein. C'est pour ça que les comportements sont premiers. Les comportements sont premiers. Jérôme Barran, fondateur de l'Institut d'agilité des organisations à la Grenoble School of Management et auteur du manager agile aux éditions Duno. Un immense merci à tous de votre présence et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour apprendre à surmonter les obstacles avec un témoignage passionnant et poignant de Victor Thompson, vice-champion de France en cyclisme sur piste, handisport et commercial chez Thompson. Voilà, merci à tous de votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.